En sommaire, ce soir, le Mali enregistre depuis quelques années une prolifération d'écoles privées. Dans le même temps, le niveau des apprenants n'a fait que baisser ces dernières années. Comment l'expliquer? Analyse dans notre grand format du week-end. En Côte d'Ivoire, les partisans d'une élection présidentielle inclusive sont descendus massivement dans les rues d'Abidjan manifester leurs craintes. À 2 mois du scrutin, la tension monte. Polyglotte, artiste engagé pour la cause des femmes, Ami Wassidje est l'une des plus belles voix de sa génération, focus sur son immense patrimoine musical en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Les écoles privées poussent comme des champignons dans les coins de rue de Bamako et à l'intérieur du pays. Malheureusement, cela ne semble pas impacter positivement le niveau de l'enseignement qui ne cesse de chuter. Prolifération des écoles privées. Quel avantage pour le système éducatif? C'est le grand format de ce samedi signé Soumaïda Fane. En 2023, le Mali comptait plus de 2000 écoles secondaires privées contre une centaine d'écoles publiques. Au niveau du fondamental 1 et 2, près de 20 000 écoles privées existent à travers le pays. Il est donc probable que ce chiffre continue d'augmenter en 2025. Toutefois, selon un rapport de l'OCLE en 2022, le nombre des établissements secondaires privés est passé de 1147 en 2016 à 2421 en 2021, soit une augmentation de 111% en 5 ans. Vous savez qu'avant les indépendances, dans tout Bamako, il n'y avait que 2 écoles privées. L'école Djawara vers Kinzambou. Il y avait une autre école privée vers Bamako qui est finalement déménagée à Lafyabou. Ça, c'est l'école privée Sekou Sako. Vers les années, il n'y a pas que les 2 écoles privées. Ça a continué très longtemps, il n'y a pas d'école privée. Mais maintenant, les parents commencent à avoir un intérêt sur l'instruction. Ils savent que sans que ce n'est pas instruit, on n'est rien, on ne deviendra rien. Donc cette importance a été donnée à l'école et le taux de scolarisation a grimpé. Et l'État, ne pouvant plus prendre tout ça en charge, a été obligé de faire cette ouverture-là pour qu'ils peuvent prendre les enfants en charge. Ainsi, l'histoire des écoles privées au Mali s'est développée suite à l'adoption de la première loi en 1994 qui a ouvert le secteur de l'éducation à l'enseignement privé afin de combler le déficit que le public n'arrivait pas à combler. Comme vous le savez, les écoles publiques sont rares aujourd'hui. Donc, ces écoles sont remplacées par les écoles privées. Bon, quand il y a un quartier qui est là et qu'il n'y a pas un espace pour les écoles privées, il y a certains promoteurs qui sont obligés de créer des écoles privées pour combler ce vide. Donc, c'est l'État qui doit jouer son rôle avant tout d'inscrire tous ces enfants à l'école, de répondre à l'éducation de tous ces enfants. Malheureusement, vu maintenant l'extension des quartiers, donc il y a certains quartiers qui n'ont pas d'école, il y a certaines zones qui n'ont pas d'école et les écoles privées jouent un grand rôle. C'est pour cela que souvent l'État ferme les yeux sur ces écoles-là, sachant que toutes les règles ne sont pas respectées, sachant qu'il n'y a pas certaines règles. En réalité, c'est bénéfique. Bénéfique pourquoi? C'est les écoles privées, compte tenu de leur... Quand on remarque même, au niveau des résultats des examens, on trouve souvent que les premiers sont généralement des écoles privées. Généralement. C'est les mêmes enseignants qui donnent des cours dans les écoles publiques aussi bien que dans les écoles privées. Ils ont les mêmes formations. Mais c'est la rigueur, le suivi permanent et la rigueur dans ces écoles privées-là. Et puis avec ces différents systèmes, on parle de la neuf, le Bamalangan dans nos enseignements, à décourager certains et envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Ainsi, les écoles privées continuent de pousser au fil des années comme des champignons. Et pour beaucoup d'observateurs, n'importe qui peut aujourd'hui ouvrir une école privée sans même se conformer à la législation en vigueur. Malheureusement, cela a impacté négativement le niveau de l'enseignement qui ne cesse de chuter. Pour pouvoir créer une école privée, il faut avoir un profil. Mais si nous mettons maintenant le rôle pécuniaire en avant, l'argent en avant, en réalité, on ne peut pas former maintenant des bons élèves, on ne peut pas former des bons citoyens maintenant de ce pays. L'État doit toujours faire un contrôle rigoureux, un contrôle assuré de ces établissements privés pour que n'importe qui ne crée pas une école privée. Je pense que si l'État joue ce rôle, et la qualité que nous cherchons, en même temps, le niveau des enfants peut être réussi. Mais malheureusement, quand des structures privées sont créées sans contrôle, ce qui peut amener une certaine anarchie dans
dans le secteur. Donc, le rôle principal maintenant de l'école, qui est l'éducation, est souvent oublié par certains de ses promoteurs. Et vous allez trouver que dans les écoles, on priorise même les enfants que les enseignants. Donc, ça fait que le niveau, à ce niveau, ça rabaisse toujours. Mais si on met les enseignants, c'est-à-dire en avant, et que les enfants sachent que si, c'est-à-dire tu respectes pas tout ce qui a été dit par un enseignant, tu auras de sérieux problèmes avec l'enseignant et avec l'administration en question. Mais nous avons compris, il y a beaucoup de promoteurs, quand ils ont la possibilité seulement de créer l'école et après, il n'y a pas de résultat derrière parce que leur objectif, c'est de gagner de l'argent seulement. Mais l'avenir de ces enfants, ça les préoccupe peu. C'est ça un peu le souci. C'est pourquoi des observateurs estiment qu'avec une réglementation adéquate, les écoles privées peuvent améliorer l'accès à l'éducation, offrir une plus grande diversité de choix pédagogiques et potentiellement améliorer la qualité de l'enseignement et même assurer l'équité. Sans transition, de nombreux réfugiés burkinabés affluent vers la ville de Koro dans la région de Bandiagara depuis le mercredi 6 août. À ce jour, selon le chef de la mission locale chargée des réfugiés, plus de 150 ménages sont enregistrés par les autorités locales. Les réfugiés sans abri pour l'instant, au nombre de plus de 600 personnes, sont installés sous les grands hangars et des arbres, a-t-il rappelé. Au moment où ces réfugiés arrivaient à Koro se tenait le premier forum humanitaire de l'AES débuté jeudi et qui a pris fin ce samedi à Bamako. Durant 3 jours, les experts maliens, burkinabés et nigériens ont échangé sur les politiques et les mécanismes de financement commun de l'action humanitaire au sein de la Confédération. Dans l'actualité sous-régionale, en Côte d'Ivoire, ce samedi, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues à Abidjan pour réclamer les élections inclusives. Les manifestants ont appelé à un processus électoral transparent et à la participation de tous les acteurs politiques. Récit de Moussa Traoré. Ce samedi, Abidjan a été le théâtre de manifestations massives organisées par des partis d'opposition, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Les manifestants ont exigé la révision des listes électorales et un accès équitable aux médias publics, dénonçant ce qu'ils appellent une exclusion politique systématique. Le climat politique est particulièrement tendu à l'approche de la présidentielle. 2 figures emblématiques de l'opposition, l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien directeur général de Crédit Suisse, Tidjani Cham, ont été écartés de la course électorale. Gbagbo, bien qu'actuellement inéligible en raison d'une condamnation pénale, a confirmé sa candidature, tandis que Cham a vu sa participation annulée en raison de problèmes de nationalité. Ces exclusions ont exacerbé les tensions. Certains observateurs les qualifient de manœuvres visant à affaiblir l'opposition. Dans ce contexte, le président sortant Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a annoncé sa candidature pour un 4e mandat, arguant qu'une révision constitutionnelle en 2016 avait réinitialisé le compteur de ses mandats. Les manifestants appellent à un dialogue national inclusif, estimant que l'avenir démocratique du pays dépend du respect des principes fondamentaux de transparence et d'équité électorale. Face à ces revendications, les autorités assurent que les élections se dérouleront dans un climat apaisé, mais la méfiance persiste au sein de l'opposition et de la société civile. Au Niger voisin, la Société des mines du Liptako SML SA, l'unique mine d'or, sera nationalisée. L'annonce a été faite par les autorités à travers un communiqué. Le récit est d'Assetoumani Koulibaly. Mi-juin, le Niger annonçait la nationalisation de la filiale du géant français de l'uranium, Orano. Hier vendredi, c'est une autre annonce qui a été faite en rapport avec le même secteur minier. En effet, le Niger a annoncé la nationalisation de son unique mine d'or, une décision qui témoigne de la volonté du pays à prendre en main la gestion de ses ressources naturelles. La Société des mines du Liptako SML SA était notamment exploitée par le groupe australien McKinnell Resources Limited. En 2019, le groupe avait pris le contrôle de la société de mines après que celle du patrimoine des mines du Niger lui ait cédé 80% de ses actions. Dans le communiqué du gouvernement nigérien, l'entreprise est accusée de faillir à ses objectifs. 6 ans après cette cession d'actions, il est constaté de graves manquements du groupe McKinnell Resources Limited
aux obligations contractuelles et une situation économique alarmante de la SML SA. C'est donc dans l'optique de sauver l'entreprise que l'État du Niger a décidé de nationaliser la SML SA, précisent les autorités. À noter qu'il est également reproché au groupe australien de ne pas avoir exécuté un plan d'investissement indicatif d'au moins 10 millions de dollars, soit plus de 5,5 milliards de francs CFA, qui devait être élaboré 3 mois après la prise de contrôle de la société. Hors du continent africain, le 15 août en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se rencontrer pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce sommet qui sera tenu sans la participation de Kiev suscite des craintes et des interrogations quant à d'éventuels compromis territoriaux. Fatmata Wassiou. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront pour un sommet inédit le 15 août en Alaska. Ce rendez-vous intervient dans un contexte de profonde tension. Pour Moscou, encore sanctionné et en partie isolé, être reçu par le président américain constitue une victoire diplomatique majeure. Pour Washington, la rencontre s'inscrit dans une tentative de médiation visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 3 ans, dont l'issue reste incertaine. Les positions sont fermes. La Russie exige l'annexion de 4 régions ukrainiennes partiellement occupées ainsi que la reconnaissance de la Crimée, la démilitarisation de l'Ukraine et son exclusion définitive de l'OTAN. Ces demandes sont inacceptables pour Kiev, qui réclame le retrait total des troupes russes, la poursuite des livraisons d'armes occidentales et des garanties sécuritaires, notamment par des contingents européens. Volodymyr Zelensky, qui n'a pas été invité au sommet, met en garde contre toute décision prise sans l'Ukraine, qu'il considère comme contraire à la paix. L'évocation par Trump d'un possible échange de territoire aligne en partie la position américaine sur celle de Moscou, ce qui suscite des préoccupations en Europe où il existe une crainte que cela ne légitimise les conquêtes russes en violation du droit international. Ce sommet pourrait aussi signaler un rééquilibrage des relations entre Washington et Moscou, potentiellement favorable au Kremlin. Pourtant, dans un contexte militaire où la Russie refuse tout cessez-le-feu, ce rendez-vous apparaît davantage comme un geste symbolique que comme une démarche efficace. L'Alaska deviendra le tiers d'un face-à-face diplomatique à haut risque entre ambition politique et réalité du conflit. Merci Fatmata Wassiou. Culture avant de refermer ce journal. Originaire de Diré dans la région de Tombouctou, Ami Wassidje est une artiste chanteuse qui traite des thèmes tels que la paix, le vivre ensemble ou encore l'amour. La beauté de sa voix transcende les générations. Zoom sur cet artiste polyglotte. C'est dans ce studio de Baba Simagan que nous avons rencontré Ami Wassidje et son équipe alors qu'elle était en pleine préparation pour son concert de ce samedi 9 août. Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée panafricaine des femmes, célébrée chaque 31 juillet. La Journée panafricaine qui est Afrique Moussoudi, en Kankabo, Kanga Niso Diaïra, car donc vraiment Mousso Kanga, donc Kelingeli Mimbemi, Journée panafricaine, en Chessiri. Ola kabarake. Son nom résonne encore dans les oreilles des mélomanes, tout comme ses œuvres musicales. Ami Wassidje, de son vrai nom Aminata Wassidje Traoré, est une artiste chanteuse originaire du nord du Mali qui a su se faire un nom sur la scène nationale et internationale au fil des années. En 2001, elle a commencé sa carrière en solo. Anya dam la semaine locale la, kana semaine régionale, kana biennale la. Donc li kanu kumbene bolone pienia fanake. Mi élève di onka pienia ni o fanake. Donc fu kana do dona kana do anga orchestre folo. Mi binga star de Diré, oui Diré orchestre. O ko fe kata jaba régional, o ko fe ka donc artiste chama no fe. Yani nga nyereka albumbo. En 2008, son premier album Tamala a vu le jour, suivi de plusieurs autres projets qui ont enrichi son répertoire. La star de la musique de Diré, qui chante en diverses langues, aborde des sujets comme la jeunesse, les violences basées sur le genre, mais aussi la paix et la cohésion sociale. Album qui era 2003, 2004, 2005, 2006 abana 2008 album bora mi Tamalay. Album mi eretireni o ide album yi.
folo o ye tamala ye flana o ye siya ye. Fo bendi keleya n'a fɔra ko bendi keleya a kana fɔ da la k'a sɔrɔ a tɛ dusukun na a ka kɛwale de ka kɛ mɔgɔw k'a ye ani éducation ɲɛnama ka di minnu b'an kɔfɛ k'a d'u ma. L'un de ses principaux combats est la défense des droits des femmes. Parce que denw muso dɔw bɛ furu la cɛ b'u bugɔ k'u faga cɛ b'u tɔɔrɔ so kɔnɔ u tɛ se ka hali kuma ka u tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun ani den bɛ yen min ye san 10 ye san 12 u b'a ta k'a di cɛ ma a ma se furu la o bɛ fɛn min ye min bɛ ne tɔɔrɔ kojugu. Comme perspective, la chanteuse Wasidje nous révèle qu'elle prépare son 3e album en collaboration avec un rappeur du Nord consacré aux violences basées sur le genre. Pour elle, sa carrière musicale est un moyen puissant de dénoncer les conditions difficiles auxquelles les femmes sont confrontées. Ce magnifique reportage a été signé Assetou Mani Koulibaly. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Bamako, à Banankabougou, dans la commune 6. À bientôt.